Mon étoile c'est Nyota. Chapakazi sasa Nyota. Nyota, Nyota. Nyota, 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 Nyota. La chaîne qui fait du sport réellement sans affaire. La chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Nyota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Tout de suite, émission. Grande est ma joie de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à nos programmes et bienvenue à vous tous à ce nouveau numéro de Info Scanner. Vous le savez, cette émission d'analyse et débat qui passe chaque semaine sur vos antennes. Nous allons parler de ce sit-in de l'opposition en République démocratique du Congo qui a dégénéré à Kinshasa autour du palais du peuple. Des coups de feu, des gaz lacrymogènes ont été utilisés et l'on apprend qu'il y a eu plusieurs blessés, dont Martin Fayoulou à Dombassi. Au cours de durant ces heurts, il y a eu aussi des morts non officiellement encore annoncés. La journée qui a commencé pourtant par un calme mais sous une grande surveillance a tourné au drame. Ça sera l'unique sujet de ce numéro de Info Scanner. Une fois de plus, bienvenue à vous. Et pour décortiquer cette actualité, des analystes qui sont déjà sur ce plateau. Et nous allons commencer avec cet invité. Il s'agit de M. Raphaël Tengou. Bienvenue à vous. Merci madame, merci pour l'invitation. Bonsoir. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'on s'est vu sur ce plateau. Hein? Avec vous, ça fait beaucoup de temps, mais j'ai demandé l'autre jour, mais où est passée madame Diane? La semaine passée, on était avec monsieur Ben et c'est un plaisir de vous le voir en bonne forme d'ailleurs. En tout cas, le plaisir est partagé. Je vous signale que monsieur Raphaël Tengou est analyste des questions politiques, économiques et sociales en République démocratique du Congo et surtout dans le Katanga. C'est ça? C'est ça, merci. OK, notre deuxième invité, il s'agit de M. Shadrach Katamea, acteur politique de l'opposition. D'ailleurs, ce sujet l'intéresse plus. Il est membre du mouvement citoyen Le Congo qui inspire. Bienvenue à vous. Merci Madame Diane pour cette invitation et surtout, je suis très heureux de vous revoir encore sur ces beaux plateaux. Vous allez bien? Je vais très bien. C'est quoi votre mouvement, le Congo qui inspire? En tout cas, il y a maintenant beaucoup de mouvements citoyens à travers la République avec les jeunes. Oui, exactement, parce que la jeunesse, effectivement, doit assurer, n'est-ce pas, la relève de cette classe politique qui nous dirige en ce moment. Et d'où nous avons eu à créer, n'est-ce pas, ce mouvement, qui est un mouvement tout d'abord citoyen, et nous posons, n'est-ce pas, des actes ou des actions sur le terrain patriotique pour soutenir notre patrie et surtout pour soutenir le développement de notre pays. Et ça se lit déjà sur votre cravate avec la RDC C'est quoi le message? Le message est que, tel que vous voyez, c'est la couleur bleue. La couleur rouge, c'est le sang de martyr qui est même inscrit sur notre drapeau. Et ces sangs de martyr nous rappellent, n'est-ce pas, tous nos pères de l'indépendance qui ont versé leur sang pour voir un pays plus beau qu'avant, tel que nous le disons dans notre hymne national. Et nous voyons que c'est aussi les jeunes qui sont dans des troubles au pays, qui sont dans des dérives. Comment est-ce que vous faites pour le ramener vers ce... C'est pourquoi nous avons dit nos actions se posent essentiellement et sont patriotiques. Et nous appelons, n'est-ce pas, à l'éveil de la conscience de la jeunesse parce que l'avenir de demain, c'est nous, la jeunesse. Et nous sommes là pour abattre, n'est-ce pas, un travail sur terrain de conscientiser tous les jeunes, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité et même de la société civile. Et il y a même de ceux qui ne s'intéressent pas de la politique. Ce mouvement est apolitique? Non, ce mouvement est politique. Ce mouvement est politique, mais nous avons un message clair. Nous nous basons, n'est-ce pas, sur les messages de nos pères de l'indépendance. Ils voulaient, n'est-ce pas, lorsque il y a eu
l'insertion de notre hymne national dans notre pays, ils ont dit dans l'une des phrases de notre hymne national que nous voulons, n'est-ce pas, avoir un pays, un Congo plus beau qu'avant. Et nous battons maintenant aujourd'hui, nous la jeunesse, parce que vous êtes tous sans ignorer que d'ici 2060, la RDC totalisera 100 ans. Et quand nous allons fêter 100 ans, qu'est-ce que nous allons fêter? Nous allons fêter toujours avec la majorité des infrastructures que les Belges nous ont laissées. C'est pourquoi nous avons créé ce mouvement, le Congo qui inspire. Pourquoi? Pour non seulement conscientiser la jeunesse congolaise, mais aussi poser des actions, s'intéresser de la politique, s'approprier même de notre pays et ainsi prévoir, n'est-ce pas, le développement dans les 30 années prochaines. Maintenant, comment est-ce que vous envisagez prendre les autres jeunes des autres partis politiques, par exemple, du pouvoir? D'où nous avons, n'est-ce pas, nous avons un message. Notre message est, nous avons un message clé. Notre message, c'est le brisement du système. Nous avons remarqué que, au-delà des institutions que nous avons, au-delà des classes politiques, n'est-ce pas, qui nous dirigent, nous avons remarqué qu'il y a un système qui, n'est-ce pas, dirige ces pays. Et ce système-là favorise une minorité. Et même ceux qui sont du pouvoir, cette jeunesse, qui est souvent utilisée, telle que nous allons d'ailleurs en parler avec ceux de la force du progrès, ils sont utilisés, n'est-ce pas, pour des fins politiques. Et ceux qui vont se partager les postes, ce sont plutôt des gens ou un groupe de personnes. Alors, nous appelons, n'est-ce pas, à la conscience de cette jeunesse, afin que nous brisons ces systèmes pour instaurer un autre système politique, un autre système politique qui nous permettra tous de nous retrouver. Ok, merci Shadrach Katamea. Notre dernier invité, il est aussi membre du mouvement citoyen Le Congo qui inspire. Il s'appelle Joël Moussouba. C'est ça? J'ai pas massacré votre nom? Oui, effectivement, c'est ça. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, madame. J'espère que vous serez très à l'aise sur ce plateau d'InfoScanner. Je le suis déjà. Merci. Voilà, merci. Sans tarder, nous allons entamer déjà le sujet d'actualité. Vous avez suivi l'entame déjà de cette émission. C'est ce sit-in de l'opposition en République démocratique du Congo qui a été tenu le vendredi. Je commence avec vous, Shadrach Katamea, parce que vous êtes déjà de l'opposition. Vous avez appelé d'ailleurs la semaine dernière à une journée ville morte pour contrer la démarche du pouvoir à changer ou modifier la constitution de la République démocratique du Congo. Le vendredi, l'opposition appelle encore à un sit-in devant les palais du peuple. Quelles sont les raisons? Les raisons sont multiples parce qu'il faudra d'abord, premièrement, remettre le contexte qui fait en sorte que l'opposition aujourd'hui s'élève contre, plutôt l'opposition prenne, n'est-ce pas, cette résolution d'initier des actions, n'est-ce pas, de contrer, n'est-ce pas, tout ce qu'ils veulent, tout ce qui veut se passer en ce moment-là dans ce pays, tout ce qui se passe. Vous allez aussi comprendre avec moi que le pouvoir en place, n'est-ce pas, s'est inscrit à une démarche que nous disons que cette démarche viole purement, n'est-ce pas, notre Constitution. Ils veulent changer la Constitution. Mais dans quel contexte qu'on veut changer la Constitution? Aujourd'hui, nous savons tous que notre pays est en guerre, même si on ne veut pas l'admettre, même si on n'a pas encore déclaré officiellement que nous sommes en guerre, mais nous sommes agressés. Le Rwanda nous agresse via le M23 et l'AFC. Notre pays est en état de siège. Il y a certaines villes, une partie voilà, qui est, n'est-ce pas, en état de siège. Mais la Constitution elle-même prévoit que lorsque vous voulez réviser, ici je ne parle même pas de changement, on parle d'une révision constitutionnelle, ne peut intervenir lorsque le pays est en état de siège. Nous sommes en état de siège et nous sommes agressés. Mais comment on va initier une loi sur les référendums et que cette loi soit votée au niveau de l'Assemblée nationale et que l'opposition reste bras croisés? Si aujourd'hui ils tiennent toujours à l'organisation, n'est-ce pas, de ces référendums parce que la loi est passée
et a été envoyé au niveau du Sénat pour une seconde lecture. Probablement, cette loi, n'est-ce pas, va passer même au niveau du Sénat. Mais c'est pour quel résultat, c'est pour quelle finalité? Si aujourd'hui le pouvoir en place arrivait à changer la Constitution, quel sera le statut de nos deux provinces, c'est-à-dire le Nord et le Sud Kivu? N'est-ce pas une passe en or que le pouvoir pourra, n'est-ce pas, accorder à ceux qui sont à l'Est, les rebelles qui sont à l'Est, de balkaniser, n'est-ce pas, le pays? C'est justement pour ça que l'opposition s'est levée. Que le moment n'est pas opportun. Nous sommes agressés. Vous ne cessez, n'est-ce pas, de critiquer l'opposition, que l'opposition ne condamne pas l'agression rwandaise. Ne fait pas de déclarations contre l'agression rwandaise. C'est-à-dire que l'opposition est en connivence avec les rebelles. Mais dans ce cas précis, si vous voulez changer la Constitution et qu'effectivement vous arrivez, n'est-ce pas, à changer cette Constitution, quel sera le statut de ceux qui sont à l'est du pays? C'est pourquoi l'opposition s'est levée, n'est-ce pas, à initier, n'est-ce pas, toutes ces actions, et ce n'est que le début. Il y a d'autres actions qui s'en suivront, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Ça a été annoncé même par les leaders de l'opposition actuellement, Martin Fayoulou, le président Katumbi et les autres. Il y aura d'autres actions qui seront menées sur terrain, n'est-ce pas, pour arrêter, n'est-ce pas, cette forfaiture. Donc, l'opposition ne fait qu'appliquer l'article 65 de notre Constitution, n'est-ce pas, pour mettre fin, n'est-ce pas, à cette démarche que le pouvoir en place. Merci, Monsieur Katamea. Joël Moussouba, quel est le message que vous, jeunes, vous êtes aussi de l'opposition, n'est-ce pas? Certainement. Voilà, parce que quand on se retrouve dans ce mouvement-là, on s'est dit que la majorité sont de l'opposition. Quel est le message que vous avez voulu faire passer au gouvernement et aussi à la communauté internationale à travers ce site? Merci beaucoup, Madame Diane. Je salue d'abord la pertinence de mon co-débatteur, donc M. Chadara Katamea, pour ce qu'il a avancé comme argument. Il sied ici de dire qu'il s'avère très important de savoir d'abord les contextes dans lesquels nous sommes. Oui, les changements de la Constitution, oui, la révision constitutionnelle, mais pour quelle cause? Pour quel résultat? Et pour quelle action? Pour que ça réponde, pour que cette Constitution réponde aux réalités de la RDC. Ah, ça c'est selon vous, mais nous, lorsque ce que nous avons entendu. Selon eux, disons, selon eux, c'est pour répondre aux réalités. Mais nous, jeunes, depuis très longtemps, depuis toutes ces années, nous sommes sacrifiés. Comment ça? Nous sommes sacrifiés. La jeunesse à l'Est est sacrifiée. La jeunesse pleure. La jeunesse souffre. Et aujourd'hui, on dit, bon, oui, changement de la Constitution. Ces gens-là pleurent chaque jour. Comment est-ce que nous pouvons aller au changement de la Constitution avec une partie lésée? Qui sont les Congolais? Ils sont les Congolais. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Avons-nous été considérés ou avons-nous été mis à l'écart? Parce que lorsqu'on arrive à changer cette Constitution, est-ce que cette Constitution, la nouvelle Constitution qu'on prétend mettre à la disposition de tout le monde, est-ce qu'elle va aussi être appliquée dans les villes occupées actuellement? N'est-ce pas, c'est pas une manière de légitimer les mouvements rebelles? Parce qu'ils vont se dire que non, comme nous devenons maintenant légitimes en défendant l'ancienne Constitution. Et la nouvelle Constitution que vous avez mise, nous ne la connaissons pas. Ils seront légitimés. Alors ici de voir d'abord la jeunesse qu'on est en train de manipuler. Et les intérêts seront distribués entre les leaders qui prétendent être, je ne sais pas dire, ceux qui nous défendent. Or, ils ne nous défendent pas. C'est nous, la jeunesse, qui souffrons. Les jeunes sont tués, les jeunes souffrent dans ces pays. Merci, M. Moussouba. M. Raphaël Tengou. Vous avez écouté vos deux co-débatteurs sur ce plateau. Pensez-vous qu'il était important
de tenir ce sit-in à Kinshasa? C'est aux membres de l'opposition d'expliquer en quoi c'est important de tenir ces sittings-là. Mais ce que je remarque, c'est qu'on est dans une forme de dynamique. En fait, ça fait déjà 2 ans que les partisans du changement de la Constitution sont activement sur le terrain en train de faire campagne pour le changement de la Constitution. Et ça fait aussi 2 ans que l'opposition est aussi en pleine activité pour contrer cette action. L'opposition, en fait, jusque-là, elle a même été critiquée de la part des tenants du changement de la Constitution. On lui a reproché, et ça c'est un peu étonnant, que les gens qui chantent le changement de Constitution, à un moment donné, reprochaient à l'opposition de ne pas suffisamment s'opposer à leur initiative. On reprochait à cette opposition de rester sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision et dans des discours. Jusqu'à il y a 3 semaines, quand finalement les gens de l'opposition se sont dit « nous allons aussi pouvoir occuper le terrain ». Parce que jusque-là, le terrain était occupé par ceux d'un camp, le camp du oui. Ici, dans le Haut-Katanga, et on ne peut pas compter le nombre de meetings qui ont été organisés par les tenants du pouvoir, souvent les autorités, afin de dire oui au changement de la Constitution. La campagne était lancée fin 2024 par le président de la République lui-même ici à Lubumbashi. Et puis après, tous ceux qui soutiennent l'action du président de la République et sa vision se sont engouffrés dans la brèche, et c'est des initiatives à initiatives en faveur pour chanter le changement de la Constitution. Et on a nargué l'opposition, on les a mis au défi en leur disant « vous êtes incapables de mobiliser, vous êtes une opposition des réseaux sociaux et des plateaux de télévision » jusqu'à, comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 semaines, quand ils ont décidé qu'ils allaient organiser Ville Morte, et c'était leur première action, je pense, de terrain, et puis hier, le sit-in. Alors, le sit-in, c'est une forme d'action qui en principe n'est pas une marche, c'est une manifestation, mais c'est une manifestation qui suit la ville morte. Parce qu'on ne demande pas aux gens de venir marcher, on demande aux gens de venir s'asseoir pour dire non. Alors, était-ce opportun? Mais qu'est-ce qui est opportun, qu'est-ce qui est inopportun? Le débat est déjà engagé depuis 2 ans. Chaque camp veut faire valoir ses arguments. Et là, ce qu'ils ont choisi de faire hier, c'est un sit-in. Je pense que c'est de leur droit constitutionnel de pouvoir manifester et de pouvoir vendre leur point de vue sur cette question. Voilà, l'opposition a choisi d'aller aussi sur terrain, et c'est une chose qui a été faite le 12 juin 2026. Nous allons suivre cet élément que nous propose, qui nous vient de nos confrères de TV5 Monde, une chaîne internationale. Nous allons voir ce qu'a été le regard de ce média sur cette manifestation. Encore inanimé, au milieu d'affrontements entre des manifestants et la police, devant le Parlement à Kinshasa. Et un homme au centre de l'attention, l'opposant congolais Martin Fayulu, le visage et la chemise ensanglantés. Contacté par TV5 Monde, il affirme avoir été frappé par des policiers. Ce rassemblement avait pourtant commencé dans le calme. Il légifère, et ce sont les législateurs. Mais le législateur ne peut pas, lui, légiférer en violant la Constitution. Déjà qu'on nous dit qu'ils ont adopté la loi ou le projet de loi définissant les modalités d'un référendum. Qui le leur a demandé? Qui le leur a demandé? Et donc le peuple est ici, il continue à arriver, malgré les dispositifs que vous voyez, le peuple est déterminé. Derrière cette colère, un projet de modification de la Constitution qui permettrait au président Félix Tshisekedi de se présenter pour un 3e mandat après un référendum. Je n'ai pas sollicité le 3e mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un 3e mandat, j'accepterai. Après cette déclaration début mai, les principaux partis de l'opposition se sont rassemblés au sein de la coalition Article 64. Ils accusent le président de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son 2e mandat, en 2028.
Le 9 juin dernier, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi sur l'organisation d'un référendum. Une opération ville morte avait déjà été organisée avant cette journée de vendredi, la plus violente. Face aux opposants, des soutiens du président et du projet de troisième mandat voulaient aussi faire entendre leur voix. Nous voulons défendre notre pays contre ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force. Voilà pourquoi nous sommes descendus dans la rue pour nous opposer à eux. Selon l'opposant Martin Fayoulou, 45 autres manifestants ont été blessés, y compris plusieurs figures de l'opposition. Voilà, vous venez de suivre 7 éléments de TV5 Monde. Monsieur Tengou, pensez-vous que le sit-in a atteint son objectif? C'est d'engager un rapport de force. Eh bien, on est dans un bras de fer, on est dans un rapport de force. Et ça signifie, les opposants cherchent à faire quoi? Je ne suis pas dans leur tête ou dans leur esprit, mais quand on voit de l'extérieur, ils veulent occuper du terrain, ils veulent montrer qu'il y a une portion importante de la population qui est derrière eux et qui s'oppose à ces projets de changement de constitution. Ils engagent un rapport de force. Décidément, ils peuvent dire qu'ils ont atteint leur objectif de sit-in et ils peuvent envisager d'autres actions. Merci, Moussouba. Joël, comment s'est passé ce sit-in? Selon vous, est-ce une réussite ou un échec? Merci beaucoup, Madame Diane, une fois de plus. Nous mettons d'abord une réflexion parce que nous sommes un État démocratique. Dans un État démocratique, les avis contraires sont les bienvenus. Peu importe leur degré, mais d'abord, c'est une manière de s'exprimer, on doit les entendre. Et notre constitution est claire. Les manifestations pacifiques sont accordées et acceptées. Alors, lorsque l'opposition s'est manifestée pour mettre aussi une réflexion ou soit pour dénoncer les actes qui sont en train d'être faits, c'est constitutionnel. Alors, tout ce qui s'est passé, nous avons vu, vous avez vu, les mal est que nous avons vu une catégorie de personnes s'inviter à la marche, s'inviter à ces assises. Or, l'opposition avait l'objectif, c'était d'informer aux parlementaires. Vous aviez informé, oui. Oui. Mais en regardant ces images, nous avons vu que les manifestants ont été violemment reprimés. Avez-vous eu l'autorisation de tenir cette activité? Bien sûr, la Constitution, à son article 25 ou 26, c'est droit à l'information. On informe l'autorité qu'il y a ceci et cela. Et donc, il y a le droit à l'information donne déjà une approbation à faire cela. Ce n'est pas une violation des lois, c'est constitutionnel. L'opposition est dans ses droits. Lorsqu'on dit que non, l'opposition doit faire des actions, c'est bien sûr en informant les autorités publiques. Et ça a été fait et annoncé d'ailleurs avant. Et donc, sur le terrain, nous avons vu des actes antidémocratiques, les actes qui dérogent à la démocratie. Est-ce que cela n'est pas parce que vous n'avez pas respecté les conditions qui vous ont été données par le gouvernement? Mais les conditions... La mairie, l'hôtel de ville de Kinshasa vous a indiqué un endroit où vous devez tenir ce sit-in. Pourquoi vous n'avez pas respecté ces conditions? Bon, ça n'a pas été respecté. Pourquoi? Parce que les sit-in avaient un objectif. L'objectif était de montrer aux législateurs ou aux parlementaires que nous, membres ou nos populations, que vous prétendez défendre, que vous prétendez protéger, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous prétendez faire. C'était ça. Alors, nous envoyer ou soit envoyer l'opposition là où les parlementaires ne sont pas, c'est un échec. Alors, l'objectif était de montrer aux parlementaires que non, voilà, ce que vous voulez faire n'est pas ce que nous voulons. Et vous, M. Katamia, pourquoi est-ce que vous n'avez pas respecté
les conditions de l'hôtel de ville. C'est vrai, vous aviez informé que vous voulez tenir cette manifestation et on vous a indiqué à Sosa. Pourquoi vous n'êtes pas allé à Sosa et vous avez voulu forcer la main, arriver jusqu'au Palais du Peuple déjà en matinée. Moi, je sais, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, j'ai vu les leaders, quelques leaders de l'opposition déjà projeter des images tôt le matin en disant que là où nous devons tenir notre sit-in, c'est déjà rempli des forces de sécurité. Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'endroit indiqué? Tout d'abord, ce qu'il faudra savoir est que le terrain à Sosa, nous indiqué par l'hôtel de ville, il n'y a aucune institution qui se trouve là-bas. Deuxièmement, lorsque nous avons pris au niveau de l'opposition, n'est-ce pas, lorsque les leaders de l'opposition ont pris cette option, n'est-ce pas, de faire un sit-in, ils ont informé, n'est-ce pas, l'autorité compétente, qui est l'hôtel de ville, pour leur dire précisément que nous aurons une manifestation, un événement qui est le sit-in, et nous allons le faire au Palais du Peuple. Pourquoi le Palais du Peuple? Parce que c'est symbolique. C'est là que siègent les députés. C'est là que siègent les législateurs. Et c'est là que la loi, normalement, a été votée. Et quoi de plus normal que nous puissions faire ce sit-in là-bas? Et c'est tout à fait normal. L'hôtel de ville devait maintenant, à son tour, mobiliser la police pour que cette police puisse encadrer cette manifestation. Nous l'avons vu récemment avec Ejibayama Pia qui est parti avec, je ne sais pas, il a pris quelques personnes pour aller faire aussi un sit-in, une marche vers le Palais du Peuple. La marche a été encadrée par la police. Pourquoi pas notre marche, ou la marche de l'opposition n'a pas été aussi encadrée par la police? Parce que les missions même, ou la mission de la police, il y a aussi celle de protéger la population, et c'est bien. Mais ce que nous avons assisté hier, on dirait que c'était une coalition entre la police et la force du progrès. Nous avons vu la force du progrès jeter des pierres ou lancer des pierres vers les manifestants de l'opposition ou les membres de l'opposition. Nous avons vu aussi la police, au lieu d'utiliser les gaz lacrymogènes, ont plutôt utilisé les pierres lacrymogènes pour lancer aux membres de l'opposition. Ce qui n'est pas normal. Mais pour moi, je pense que cet événement, ce sit-in, a lancé encore un message fort au pouvoir en place que la population n'est pas d'accord avec ce changement de la Constitution. Réfléchissons un peu. Et vous pensez que c'était une réussite, cette manifestation? C'est une réussite parce que le rapport de force maintenant est établi entre le pouvoir et l'opposition. Aujourd'hui, on peut parler des actions, n'est-ce pas, que mène le pouvoir pour changer la Constitution. Aujourd'hui aussi encore, nous pouvons maintenant parler des actions posées par l'opposition, ce rapport de force établi par l'opposition, en fait de refuser, n'est-ce pas, cette forfaiture. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Et nous appelons seulement à la population, que la population reste vigilante, parce qu'il y aura encore d'autres marches, d'autres sit-ins et d'autres villes mortes, n'est-ce pas, pour que nous puissions exprimer notre ras-le-bol. Avec ce que nous venons de voir, ça ne sera pas pire. Mais si... Parce que déjà dans vos déclarations, vous pointez du doigt des gens. Mais si en 59, les martyrs de l'indépendance ont versé de leur sang pour que nous puissions obtenir l'indépendance, moi je pense que la population congolaise aussi est prête, n'est-ce pas, pour ne pas accepter cette forfaiture qui est en train de passer. Et la population congolaise, et non seulement les leaders de l'opposition, sont prêts, n'est-ce pas, à barrer la route à cette forfaiture. Monsieur Tengou, quelle lecture vous faites de ces heurts qui ont eu lieu autour du Palais du Peuple? En fait, moi, je suis déçu et vraiment même écœuré de voir qu'on a eu ces incidents malheureux. En fait, certaines des images qui nous sont parvenues sont insoutenables. Et je me demande pourquoi faut-il en arriver là.
Est-ce que c'est nécessaire, vraiment? Et nous apprenons que la manifestation était autorisée. Avec une manifestation qui est autorisée, il n'y a pas de raison d'avoir de tels débordements. Vraiment, il n'y a pas de raison. Mais on a là l'impression qu'il y a des groupes de gens qui étaient décidés à aller à une confrontation physique. À titre d'exemple, les gens qui s'opposent au changement de la Constitution organisent une manifestation, et on vient de le voir dans l'élément qui est passé sur TV5. Il y a un autre groupe de gens qui organisent une contre-manifestation sur le même itinéraire. On cherche quoi là? On cherche la confrontation, et la confrontation physique. C'est pas normal. Que ceux qui ont organisé la contre-manifestation ont-ils informé l'autorité de la ville? Et quelles sont les directives qu'ils ont reçues de l'autorité de la ville par rapport à leur contre-manifestation? Ne pouvait-on pas leur montrer un autre itinéraire à prendre? Du côté des gens de l'opposition... Et là, vous voulez dire que la liberté de manifestation n'a pas été garantie? Non, la liberté de manifester est garantie par la Constitution, mais elle s'exerce dans les cadres des lois qui sont fixées par la République. Et le fait que les autorités cherchent à réguler l'expression de cette manifestation, de cette liberté à manifester, n'est pas en soi un déni de liberté. C'est parce que la liberté doit s'exercer pour soi-même et aussi pour les autres. Voilà pour la question de la contre-manifestation. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on a laissé des gens faire une contre-manifestation sur le même itinéraire. On cherchait quoi? Et la deuxième chose qui m'a déçu, c'est du côté de l'opposition. Alors, la manifestation est autorisée. On indique un autre lieu, un lieu alternatif. Ça peut se négocier. Si ce lieu-là, il est trop éloigné des centres de contrôle, ça peut se négocier. Mais même alors, parce que cette interdiction de s'approcher du palais du peuple, c'est au nom de l'inviolabilité de l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mais le fait d'organiser un sit-in à l'esplanade du palais du peuple ne constitue pas en soi une violation de l'Assemblée. Parce qu'on a déjà vu des deuils, des concerts, des campagnes d'évangélisation s'organiser là-bas, et on n'a jamais traité ça de violation de l'Assemblée nationale. On a même déjà vu pire plutôt, des gens qui ont entonné les hymnes des partis politiques à l'intérieur même de l'hémicycle, de là où se déroule officiellement. Ça peut même être considéré comme une violation vraiment. Mais le fait que les gens vont s'asseoir à l'esplanade du palais du peuple, en quoi cela est une violation de quelque chose? Alors, on a l'impression que les gens ont recherché cet affrontement physique. Et on veut... le combat politique n'a pas à être une confrontation physique. C'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé à des situations comme celle-là. C'est même très décevant. Et selon vous, quelle est la position du pouvoir, par exemple, ou bien du gouvernement face aux revendications de l'opposition? Mais le problème, c'est que le projet du changement de la Constitution, pour le moment, n'est même pas un projet du gouvernement. Strictement parlant, c'est un projet d'un groupe politique qui est à la majorité, bien entendu, mais ce n'est pas ça le gouvernement, pour le moment. Mais vous sentez vraiment que le gouvernement a quand même une petite main dessus? Oui, parce que le président s'est déjà déclaré publiquement favorable à un examen, voire même à un changement carrément de la Constitution. Du coup, tout le monde qui est investi d'un certain pouvoir public se sent l'obligation de s'aligner sur la voie, le chemin que le président de la République est en train de tracer. Et il y a cette confusion-là
on accapare le moyen de l'État qui n'appartiennent pas à une famille politique. La police, par exemple, la police nationale ou l'armée, n'ont pas à s'éranger derrière les positions politiques ou les options politiques d'un groupe de gens. Que cette option-là soit l'option politique du Premier ministre ou de quelqu'un, ce n'est pas leur affaire. Et les universités sont-elles aussi autorisées? On est en train d'embrigader tout ce monde-là. Les universités, par exemple, les intellectuels, dans leur exercice normal de leur activité académique, ils organisent des symposiums, ils réfléchissent, ils écrivent des articles. Mais ce qui est en train de se passer là, on est en train de mettre les gens au pas. Cette réflexion, par exemple, qui a été initiée par la ministre le ministre de l'enseignement supérieur, ce n'est pas une démarche scientifique, ça c'est de la tricherie, il n'y a rien de scientifique là-dedans. On veut que les gens réfléchissent dans... On ne peut pas réfléchir sereinement. Les scientifiques ne travaillent pas comme ça. Et on ne va pas faire une réflexion sur commande comme ça, sur 2 jours, 3 jours, et leur dire maintenant mettez toute votre intelligence ensemble. Mais il y a des gens qui ont déjà fait des travaux sur notre Constitution, des travaux d'une rigueur scientifique, oui, en des temps qui ne sont pas... qui n'ont rien à voir avec un agenda politique. Non, ça c'est de la triche. Et en réalité, c'est pas comme ça que se passent les réflexions scientifiques avec toute la rigueur. On va avoir des situations telles que celles que j'ai entendues l'autre fois. Un type qui s'est dit qu'il est constitutionnaliste dans ce pays, qui nous avait sorti toutes sortes de théories à l'époque où le président Kabila était soupçonné, il n'avait pas exprimé la volonté de changer, était soupçonné de vouloir changer la Constitution, des professeurs d'université qui nous avaient sorti des théories scientifiques selon lesquelles on ne peut même pas réfléchir à une possibilité de changer la Constitution. On leur pose la question avant-hier, le type est en train de dire que non, mon objectif était de faire partir Kabila. Et donc la réflexion scientifique que j'avais en ce moment-là est à replacer dans son contexte. Maintenant, ma science doit réfléchir dans un nouveau contexte. Mais c'est quoi ça? Et ça, c'est l'intellectuel congolais qui est en train de partir. Voilà, maintenant, vous, M. Raphaël Tengou, peut-être une autre question. Qu'attendez-vous d'une solution peut-être pour sortir de cette crise? Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons à l'Assemblée nationale, ces représentants de la population congolaise, c'est 348 sur 351 qui votent pour cette proposition de loi sur le référendum. La proposition de loi sur le référendum en elle-même qui a été votée devait exister depuis très longtemps. Parce que le référendum est prévu par la Constitution. Là où pêche cette proposition de loi, ou cette loi qui a été votée à l'Assemblée, c'est qu'elle attribue des matières qui ne sont pas prévues par la Constitution, elle les fait entrer dans cette loi référendaire. On crée des catégories nouvelles, des notions nouvelles qui ne sont pas des notions prévues par la Constitution. Vous savez, les lois qui sont votées par l'Assemblée sont des lois qui sont subalternes à la Constitution et elles doivent s'inscrire dans ce qui est prévu par la Constitution. Elles mettent un peu en musique les principes qui sont édictés par la Constitution et elles trouvent une façon de les mettre en application. Dans leur proposition, dans cette loi qu'ils ont votée, ils ont créé des référendums sur des matières qui ne sont pas prévues par la Constitution. Je vais rappeler ici que la Constitution prévoit le référendum sur 3 matières. La première matière, c'est lorsqu'il y a une loi qui n'arrive pas à être validée à l'Assemblée, au Congrès, par le 3/4 du Congrès. Là, il y a une loi ordinaire qui a été proposée, elle n'atteint pas,
on fait quoi? On recourt à la population pour que la population puisse trancher. L'autre possibilité, c'est si le Congo entre dans des accords qui nous demandent de céder une portion de notre territoire ou d'annexer un autre territoire. Par exemple, on est en guerre avec le Rwanda, on gagne cette guerre sur le Rwanda, on contrôle le territoire rwandais et on s'est dit on va annexer le Rwanda. Ce n'est pas seulement le président de la République qui va dire que le Rwanda va faire partie du Congo. Attention, j'ai donné un exemple un peu extrême et c'est juste à titre d'exemple pédagogique pour qu'on comprenne. Nous prenons par exemple le contrôle du Rwanda. Le Rwanda ne va pas faire partir du Congo comme ça par la volonté de ses dirigeants. Il faudra demander aux Congolais, voulez-vous vraiment vivre avec ces gens que nous avons conquis? Et si les Congolais disent non, on ne veut pas de ces gens-là, laissez-les tranquilles, on ne peut pas annexer ces territoires-là. Et la troisième matière qui est prévue pour le référendum, c'est si on veut déplacer la capitale. Et Kinshasa, on veut que ce soit Kisangani la capitale, on posera la question au peuple. Ce sont les trois matières qui sont prévues. Là, on a introduit des notions nouvelles selon lesquelles le peuple n'est pas soumis à la Constitution. C'est la Constitution qui est soumise au peuple. Donc, j'ai entendu le professeur expliquer même que les restrictions qu'impose la Constitution, ce ne sont pas des restrictions qui s'imposent au peuple. Le peuple, lui, peut passer au-dessus de ça. C'est ça que l'opposition ne veut pas du tout. Et ça, c'est un problème. Oui. Et vraiment, si vous regardez cette chose-là de façon objective, et si ça passe, arriver jusqu'au bout, ça va tout simplement signifier ceci. Pour chaque président, sa constitution. Dès qu'il y a un nouveau président, en appliquant ces principes-là, il va voir qu'est-ce qui l'arrange, qu'est-ce qui ne l'arrange pas, et il va appeler au peuple, il va dire, le peuple, vous, la Constitution ne s'applique pas à vous, venez. Parce que même cette démarche-là, on proclame la souveraineté du peuple, mais à quel moment le peuple leur a demandé et leur a dit que cette Constitution, nous n'en voulons pas? Non, c'est leur initiative. Ils ont dit, nous devons réfléchir sur ça. Mais au nom de ce même peuple-là, il passe par-dessus les règles qui sont imposées. Et c'est tout ça qui, je le disais même l'autre fois, c'est ça qui est en train de fausser le débat sur cette Constitution, parce qu'il va manquer la sérénité nécessaire. On va avoir l'impression, les observateurs, d'ailleurs j'ai entendu dans les commentaires de TV5 tout à l'heure, les gens qui regardent ça de l'extérieur, ou les gens qui ne sont pas très engagés politiquement, ont l'impression qu'on veut créer une constitution pour une famille politique ou pour un individu. Oui. Et on ne peut pas avoir une constitution pour une famille politique. C'est pas possible. La constitution telle que l'opposition appelle ça d'une constitution taillée sur mesure. Oui, vous savez, cette histoire de constitution taillée sur mesure, c'est quelque chose qui a été reproché beaucoup au président honoraire Kabila. On disait ça, c'est sa constitution, elle est taillée sur mesure, tout ça. Mais c'est toujours cette constitution qui l'a empêché d'aller au-delà des mandats prévus. Il a glissé, mais à la fin, il devait partir et il est parti. Et il est parti. Ouais. Et Shadrach Katamea, selon vous, nous allons revenir sur ce sit-in qui a enregistré beaucoup d'incidents. Selon vous, est-ce que le meilleur moyen de protester seulement, le meilleur moyen de vous faire entendre, c'était seulement ce sit-in? Regardez où nous en sommes arrivés. Ben, dire que le meilleur moyen, est-ce que c'était seulement les sit-in? Il n'y a pas moyen de s'asseoir autour d'une table et d'échanger sur la question. Nous l'avions demandé avec le dialogue. L'opposition, lorsque le pouvoir en place, ou le régime en place, a commencé, n'est-ce pas, avec cette démarche du changement de la Constitution, je pense que les leaders de l'opposition s'étaient élevés en exigeant, n'est-ce pas, au pouvoir d'organiser un dialogue. Et la CENCO, n'est-ce pas, s'était inscrit dans cette démarche
Et ils ont même débuté leur itinérance en commençant par le président lui-même de la République. Ils sont allés voir les leaders de l'opposition, de la société civile. Ils sont allés même à l'extérieur du pays, n'est-ce pas, pour chercher à obtenir ce dialogue, pour qu'on se mette autour d'une table afin que l'on trouve des résolutions qui vont arranger tous les deux camps et qui sera profitable à la population. Mais ici, réfléchissons, parce qu'ils tiennent toujours au changement de la Constitution et c'est ce qui fait en sorte que l'opposition et la population réagissent face à cette démarche. Mettons ces deux hypothèses. La première hypothèse, et si aujourd'hui l'opposition ou le peuple, que le pouvoir en place ne fait que recourir, nous allons demander au peuple s'il dira oui ou non au changement de la Constitution. Et si ce peuple exigeait à ce régime que cette Constitution, vu que vous voulez la changer, mais nous voulons aussi la participation, n'est-ce pas, de la population de nos deux provinces. En outre, nous avons le nord et le sud Kivu. Et si on appelait à l'Organisation des Nations Unies pour l'organisation de ces référendums, parce que l'ONU a cette possibilité, cette capacité d'aller même dans les territoires occupés et obtenir, n'est-ce pas, organiser un référendum. Est-ce qu'ils seront d'accord? Je pense qu'ils ne seront pas d'accord. Ils parleront de la souveraineté de notre pays. Et si nous allons dans une autre hypothèse, et que nous sommes d'accord avec le changement de la Constitution, mais à une seule condition, que l'on organise ce référendum en 2028, en décembre, au même moment que les élections. Ils ne seront pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'idée ici est d'accorder à une personne le pouvoir absolu et de lui permettre de rebondir pour un autre mandat. Et moi, je dis, si aujourd'hui, le président Tshisekedi vous appelez, ou bien appelez vos leaders sans caméra, pour un dialogue, un vrai dialogue, vont-ils répondre? Je ne pense pas qu'à ce stade, les leaders vont répondre. Pourquoi? Parce qu'ils savent, par les actions posées par eux, en commençant par la ville morte et aussi les sit-ins, ils ont compris que la population est derrière eux. Ils ne peuvent pas accepter, peut-être, si c'est le dialogue convoqué, n'est-ce pas, par la CENCO et l'ECC. Parce que tous, nous sommes d'accord avec cette démarche initiée par nos prélats catholiques et aussi les pasteurs de l'ECC. Et je pense que nous tous nous inscrivons dans cette démarche pour s'asseoir autour d'une même table afin de réfléchir sur la question des conflits ici en RDC et pourquoi pas discuter sur des vraies questions qui concernent, n'est-ce pas, le développement de notre pays. Mais vous êtes en République démocratique du Congo ici, vous avez vu ce que nous avons vécu aussi. Il y a eu des leaders des partis politiques qui ont été appelés sans caméra. D'où j'appelle, n'est-ce pas, et notre mouvement, le Congo qui inspire, appelle, n'est-ce pas, à la vigilance de la jeunesse. Parce que ce dialogue, bien qu'il se tiendra, il ne doit pas traiter seulement des questions, des conflits politiques, il doit aussi, n'est-ce pas, traiter des questions de développement. Et il faudrait qu'on voie dans ces dialogues la participation de la jeunesse. Parce que d'ici 30 ans, est-ce que Katumbi, le président Félix, le président Martin Fayoulou et tous ces leaders, n'est-ce pas, politiques, est-ce qu'ils seront encore en vie? Peut-être certains seront vieux, certains ne seront pas là. Alors, si on doit tenir un dialogue aujourd'hui, ça ne doit pas seulement traiter, n'est-ce pas, des questions, des conflits politiques, mais aussi des questions de développement pour que nous puissions fêter en 2060 nos 100 ans, n'est-ce pas, avec des infrastructures modernes, avec des bourses d'études au niveau des universités. Et je pense que ça sera une très bonne chose. Et c'est ce que nous exigeons. Merci. Monsieur Joël, c'est vrai, vous avez organisé ce sit-in, c'était pour que le pouvoir aussi réagisse. Hein? Et s'il ne réagit pas, vous allez considérer ça comme un échec? Ou bien c'est déjà prévu dans votre plan? Bon, ça fait mal. Ça fait très mal de voir ce qui se passe, connaissant bien que d'abord la constitution que nous l'avons eu dans des conditions précaires, dans des conditions tellement déplorables
que cette constitution nous a aidé même à aller aux premières élections, aux deuxièmes, aux troisièmes, aux quatrièmes élections dans l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, dire que cette constitution devient un problème, c'est cracher sur la mémoire de l'histoire de notre pays. Alors, ce qui est en train de se passer est en train de se passer parce qu'il y a une catégorie d'individus qui veut s'éterniser au pouvoir. Or, aujourd'hui, le Lumumba n'est plus. Aujourd'hui, les Kasavubu ne sont plus, mais leurs actes sont profitables. Aujourd'hui, Lumumba, ses actes sont profitables aux Congolais. C'est ce que les régimes en place doivent comprendre aujourd'hui. Vous ne pouvez pas tout faire parce que vous êtes au pouvoir. Après vous, il y a une génération. Nos mamans souffrent pour payer l'impôt et taxes. C'est l'argent du contribuable. Cet argent-là, vous ne pouvez pas la gaspiller, la dilapider comme ça pour les changements de la Constitution pendant qu'il y a des besoins qui touchent directement la population, qui touchent directement les jeunes de ces pays, qui, dans les jours à venir, vont assurer le leadership de ces pays. C'est une manière de les mettre en difficulté lorsque vous voulez mettre seulement ce qui vous arrange. Or, la loi doit avoir un caractère impersonnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous. Demain, on ne sait pas. Lorsque vous prenez une loi ou une décision qui vous arrange, parce que vous êtes là, mais dans les jours à venir, ça aura des difficultés pour la société. C'est pourquoi moi, j'appelle aux gouvernants. On est gouvernants pour tout le monde. Et ceux qui vous appuient, et ceux qui ne vous appuient pas. Lorsqu'on veut prendre des décisions, on doit prendre des décisions idoines pour l'avenir de la cité, pour l'avenir du pays et le bien-être de la population. C'est ce qui est important. Ici, lorsqu'on appelle à un dialogue inclusif, c'est un dialogue basé sur le développement. C'est un dialogue qui prône les progrès du pays, pas un dialogue qui prône les progrès d'une classe politique ou d'une famille politique. C'est ce qui est le plus important pour nous. Bon, dans tout ce qui se passe, oui, changer, oui, ne pas changer, la population profite quoi? Parce que l'argent que vous prétendez utiliser pour les référendums, cet argent-là provient de la population. C'est l'argent du contribuable. Mais lorsque vous allez faire des dépenses, tout ça pour les changements de la population, cette population profite quoi? Mais aujourd'hui, vous vous plaignez de la façon de gérer du pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui, c'est l'UDPS. Il faut qu'on le dise à haute voix, c'est l'UDPS. L'UDPS a été dans l'opposition aussi. Qu'est-ce qui va nous prouver aujourd'hui que vos leaders, qui étaient aussi au pouvoir avant, s'ils reprenaient le pouvoir, qu'est-ce qui garantit que les Congolais vont se retrouver? Les Congolais que vous dites ici, que c'est eux qui payent les taxes et c'est eux qui donnent assez de moyens au pouvoir pour organiser sa politique. Qu'est-ce que cette population va gagner? Si vos leaders qui étaient avant au pouvoir, aujourd'hui dans l'opposition et qui veulent encore revenir au pouvoir, vous le savez, il n'y a rien à cacher. L'UDPS à l'opposition nous a promis monts et merveilles. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Oui, l'UDPS, 32 ans au pouvoir, 32 ans dans l'opposition. Aujourd'hui, voir ce qui se passe, ça fait mal. Ça fait très mal. Et c'est par là où il y a même l'importance d'une loi. Lorsqu'on fait des actes contraires à ce qui est écrit, c'est là où intervient la loi. Dire que non, une fois que l'opposition sera au pouvoir, ils vont faire ceci qui ne va pas arranger la population, c'est par là qu'interviendra la loi. On ne dit pas que non, lorsque l'opposition est au pouvoir, la loi va disparaître. Non. La loi demeure toujours la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est la loi qui nous met dans l'ordre et dans des obligations. C'est la loi. Lorsque c'est la loi qui donne les mots d'ordre ou soit les consentements à l'opposition d'agir, c'est la loi qui donne aussi à la majorité les mots d'ordre d'agir. Lorsque l'opposition qui sera au pouvoir comme régime va aussi marcher outre les principes des lois, c'est par là qu'il faut aussi contredire ces effets qui aujourd'hui,
le régime qui était autrefois à l'opposition est en train de faire, ou soit de produire des actes qui ne correspondent pas à ce que la loi dit, voilà, aujourd'hui, c'est encore une manière de dire que non, la loi ne dit pas ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est la loi qui met une ligne de conduite. Que vous soyez à la majorité, que vous soyez à l'opposition, nous tous, nous sommes en dessous de la loi. Nous devons observer la loi. Que dit la loi? J'ai vu un sourire du côté de M. Raphaël Tengou. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu et je voulais savoir qu'est-ce qui signifie ce sourire. Vous voyez, je voulais rebondir rapidement parce que dans votre question, vous avez dit, vous voyez, aujourd'hui, le pouvoir, c'est l'UDPS. Et le fait de le dire comme ça explique beaucoup de ce qui est en train de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Vous voyez, le président de la République, une fois élu, n'appartient plus à un parti politique. Il devient le président de tous les Congolais. C'est pour ça qu'il ne peut même pas s'engager dans des activités politiques, convoquer des réunions de réconciliation entre partis politiques et tout ça. La Constitution le lui interdit. Le président de la République tel qu'il est là, il n'est plus de l'UDPS. Il est seulement président de la République. Ça, c'est une chose. Qui sont de l'UDPS? Ce sont les députés, les sénateurs, les autres élus là, les conseillers municipaux. Maintenant, voyez la chose. On va aux élections sous le label Union sacrée. On s'arrange pour gagner une majorité écrasante. Oui. On a vu les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées. Mais enfin, ce label-là, Union sacrée, remporte une majorité écrasante. Quand on commence à gouverner, on dit c'est l'UDPS qui est au pouvoir. C'est un problème. C'est ce même problème. C'est pour cela que j'ai dit que c'est l'UDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, voilà. Parce que ça se dit tout haut. Ça se dit tout haut, voilà. Que c'est l'UDPS qui est au pouvoir, et c'est une tricherie. C'est l'Union sacrée qui a gagné les élections. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, il y a combien d'élus de l'UDPS? Une trentaine, peut-être 50 au maximum. C'est la même chose qui s'applique même par rapport à la Constitution. Vous postulez en sachant très bien que si je suis élu, c'est pour un mandat de 5 ans. Vous prenez même un serment solennel. C'est comme ça, c'est comme ça. En cours de route, vous dites non, un président ne peut pas accepter de partir au bout de 5 ans. Il est encore jeune, il a encore de la force, il a bien travaillé. Non, ça ne rentre pas dans la ligne des critères. Un président, pour quitter le pouvoir, il ne faut pas qu'il puisse échouer totalement. Vous voyez, parce que c'est parmi aussi des arguments qu'on entend. Il a un bilan positif. Il est aimé du peuple. Il ne peut pas partir comme ça. Mais si un pays doit attendre qu'un président puisse échouer totalement, qu'il puisse être haï totalement par son peuple, pour qu'il parte, ça signifie quoi? C'est vous entrez dans une logique d'autodestruction. Il faut que les choses s'abîment totalement jusqu'au point zéro pour qu'on dise que non, maintenant, toi, on ne peut plus continuer avec toi, on va chercher quelqu'un. Et là, le pays... Non, il faut partir quand vous réussissez. Il faut partir parce que vous avez aidé ce pays-là à faire un pas de plus. Et l'autre qui arrive va être mesuré par rapport à vos grandes réalisations. Et il sera mis à l'épreuve de faire mieux que vous. Mais là, les gens sont en train de nous expliquer qu'il faut qu'un dirigeant se retrouve vraiment à 0 niveau de popularité, d'impopularité, pour qu'on lui dise que non, maintenant nous sommes fatigués de vous, partez. Et aujourd'hui, M. Tengou, cela a causé une crise politique qui est vraiment prononcée. J'espère que vous sentez cette crise qui est prononcée en République démocratique du Congo. Elle est là. Et cette crise-là, ce problème-là a été identifié il y a 20 ans. Quand les gens se sont mis pour réfléchir, se sont dit, à partir de quel moment ce pays a fait fausse route? Ils se sont dit,
on a une crise persistante de légitimité. Par le fait qu'il y a contestation des institutions au pouvoir, par le fait que la possibilité d'une alternance prédictible et prévisible a été déniée au peuple. Résolvons ce problème une fois pour toutes. Ne revenons pas à cette histoire. L'article 220 de notre Constitution, ce n'est pas une imposition d'une force étrangère. C'est une suite logique de notre propre histoire. Le pays vient de sortir d'une dictature de 32 ans. Faut-il y retourner? Que faut-il faire pour qu'on ne puisse pas retourner dans ce genre de situation? On va imposer des limitations. Du pouvoir du président, il n'aura pas tous les pouvoirs parce que la tentation de devenir un dictateur est grande. On va lui priver certains de ses pouvoirs, on va limiter ses mandats, on va limiter le nombre d'années qu'il peut rester au pouvoir. Ça s'applique au président, ça s'applique aussi aux autres élus de la République. Et d'un coup, on nous dit que non, cela ne correspond pas à nos mentalités. Nous devons changer. Mais la Constitution n'a pas vocation à s'adapter uniquement aux mentalités. Si vous créez, si en tant que peuple ou comme société, vous vous donnez pour mission d'adapter votre Constitution uniquement aux réalités que vous vivez, eh bien, une fois de plus, comme je le disais, vous entrez dans un cycle d'autodestruction. La Constitution proclame les idéaux de notre République. Qu'est-ce que nous voulons devenir en tant que République? Quelle est notre foi? Nous croyons en quoi? Nous proclamons tout cela dans notre Constitution. Après, il y a des lois d'application qui sont votées par le Parlement, par l'Assemblée, qui, elles, vont essayer d'adapter ces principes. Parfois, certains de ces principes, certains de ces idéaux sont très ambitieux. On ne va pas les effacer de la Constitution, mais à travers une loi d'application, on va dire, compte tenu de notre situation actuelle, cette idée idéale sera transformée en action, en réalité, dans ces mesures-ci. Quand nous évoluons, on améliorera. Par exemple, la Constitution proclame, à l'article 58 que j'aime bien, les richesses de la République démocratique du Congo appartiennent à tous les Congolais et l'État a le devoir de les redistribuer équitablement. C'est un principe, c'est un idéal. On ne va pas chaque mois dire qu'on a fait combien de recettes ce mois-ci? On a fait 50 millions de recettes. Il y a combien de Congolais? Il y en a 100 millions. On va donner à chaque Congolais individuellement 50 centimes. Non, on va se dire, voilà, ça c'est l'idéal que nous voulons atteindre, mais voilà, à travers une loi d'application, comment nous allons procéder à cette redistribution équitable des richesses. On fera des ponts là-bas, on fera des écoles ici, des hôpitaux, parce qu'on les met à la disposition de la population. Et cela me rappelle rapidement quelque chose que j'ai lu. Où est la part du peuple? Où est la part du peuple? On pose toujours cette question et nous n'allons pas cesser de poser cette question. Sous cette constitution ou sous une autre constitution, on posera toujours cette question de la part du peuple parce qu'il faudra la déterminer. Donc, vous voyez, parfois, il y a des slogans comme ça qu'on érige en principe inviolable tel que nous devons nous adapter aux réalités. Je vous donne un titre d'exemple. Quand on attrape un voleur dans les quartiers, quel est le sort qui lui est réservé? Normalement, dans nos quartiers, dans notre société, on se met à taper dessus et s'il n'y a pas intervention, c'est la mort qui va s'en suivre. Allons-nous faire une constitution pour nous adapter à cette réalité socio-anthropologique? En disant, voilà, ici chez nous, un voleur qui est attrapé, il est passé au tabac, il est tué, on va ériger ça en principe constitutionnel. Non. Notre constitution restera plutôt attachée au principe des droits fondamentaux de l'humain, du droit à la vie, du droit aliénable à la vie. Il est voleur, il est adultère, il est sorcier,
mais cela ne lui enlève pas le droit à la vie. Vous voyez que c'est un principe qui est presque à contre-courant des pratiques ordinaires des gens. On ne va pas s'élever quand on est un leader visionnaire qui veut le bien pour son pays, érigé en principe qu'il faut seulement qu'on s'adapte à ce qui se passe déjà. Mais on va se projeter comment dans le futur? Une constitution doit avoir le courage d'imposer des choses que parfois les gens ne comprennent pas. Bien qu'il y a des limites, mais on voit que même ceux qui sont en train de la manipuler du jour au lendemain n'arrivent pas à respecter ces limites. Une petite question, bon, c'est venu d'un jeune des humanités, qui me pose un jour, me dit, on veut changer la Constitution. J'apprends que c'est parce que le président Tshisekedi, il me dit ça, parce que le président Tshisekedi veut rester encore au pouvoir. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce que dit la loi? J'ai dit non, la loi dit que le président est élu pour 5 ans, une fois renouvelable. Mais non, c'est quoi? Je n'ai pas pu répondre à cette question. Heureusement que j'ai M. Raphaël Tengu qui peut analyser politiquement cette histoire. Qu'est-ce qui fait à ce que nos présidents africains n'ont plus envie de quitter le pouvoir après le mandat? Parce que le pouvoir n'est pas conçu comme un service. Il est d'abord conçu comme une autoréalisation pour soi-même, pour ses proches, pour sa famille. Ça vous donne le moyen de pouvoir redistribuer les avantages à son clan d'amis et de compagnons. Ça signifie que le pouvoir vous rapporte beaucoup plus que vous n'en donnez. Et c'est ce qui fait qu'il y a des dirigeants qui sont tentés, même quand leur force physique ne leur permettent pas vraiment de pouvoir apporter quelque chose à leur pays, mais qui sont tentés de s'accrocher et de s'accrocher et de s'accrocher, parce que ce sont des avantages. Merci, M. Tengu. Je vous réserve une question. Là, je pense que ça sera après l'intervention de Katamia. Vous m'avez dit ici que vous envisagez encore d'autres manifestations. D'ailleurs, Martin Fayoulou a dit qu'il y en aura davantage. Avez-vous, ou bien vos leaders, ont-ils déjà fait le bilan des revendications, des bilans concrets, hein, des revendications qui ont été faites avant? Jusqu'ici, nous avons vu juste des bilans, un bilan, n'est-ce pas, fait par le gouvernement. Mais aussi, il faudra que les leaders aussi se prononcent sur cette question, parce que nous n'avons que reçu des vidéos, mais jusque-là, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura une commission, n'est-ce pas, qui sera mise en place par les leaders politiques de l'opposition, afin d'établir un bilan et pourquoi pas organiser une conférence pour pouvoir maintenant, cette fois-là... Mais dans le bilan de l'hôtel de ville de Lubumbashi est... plutôt de Kinshasa, ne parle pas de morts. Pourquoi l'opposition parle déjà des morts? Parce qu'ils étaient là sur place. S'ils voient peut-être un des membres de leur parti politique mourir, c'est tout à fait normal qu'ils puissent publier cela dans les réseaux sociaux. Et moi, je pense qu'il y aura un bilan qui sera fait par les leaders qui sont les voix autorisées afin d'établir un bilan global de tout ce qui s'est passé hier à Kinshasa. Ça fait 2 ans, nous le disions ici avec M. Tengu, que vous êtes dans ce front, vous êtes sur ce front avec la majorité au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez déjà reçu concrètement depuis vos revendications? Recevoir en termes de vos résultats. Oui, en termes de résultats. Les résultats, moi je pense que jusque-là, les résultats n'ont pas encore été atteints, ou l'objectif plutôt de toutes les manifestations ou les déclarations au niveau de l'opposition n'ont pas encore eu, n'est-ce pas, n'ont pas encore atteint l'objectif, parce qu'ici l'objectif principal est que nous voulons, n'est-ce pas, réunir tout le monde tout autour d'une même table, et je pense que lorsque ce jour arrivera,
C'est ce jour-là que l'opposition établira, n'est-ce pas, un bilan par rapport aux actions posées par lui ou par elle en ce qui concerne les revendications par rapport aux actes posés par... Et vous considérez ça comme un échec ou bien c'était déjà dans votre plan, hein? Ce n'est pas encore un échec parce que nous avons débuté, n'est-ce pas, avec des déclarations d'abord, des déclarations communes entre forces politiques, entre forces vives de la nation. Et après les déclarations, nous avons vu qu'il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu un retour venant du gouvernement. Et il fallait maintenant poser des actions sur terrain. Et avec les actions sur terrain qui viennent d'ailleurs des députés, je pense qu'on va recevoir un retour venant du pouvoir et ça fera en sorte que nous puissions tous nous réunir parce qu'il n'y a aucune autre solution que le gouvernement peut proposer en ce moment, si ce n'est se réunir autour d'une même table afin de faire quoi? Afin de tabler sur les questions des conflits politiques en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Shadrach Katamea. Nous terminons déjà avec cette émission. Juste une question, 30 secondes à chacun pour conclure et analyser. C'est quoi la lecture que vous faites de ce que vous avez vécu le 12? L'analyse que nous faisons, après tout ce que nous avons vu, c'est que nous sommes un pays démocratique. Ce qui signifie que nous devons entendre et prendre en considération tous ceux qui partagent l'avis du pouvoir et ceux qui partagent aussi les contre-avis du pouvoir. Question de privilégier d'abord le développement, la population, qui est les souverains primaires de tout pouvoir. Et l'effet de tuer cette population-là qui nous donne le pouvoir, ça c'est insulter même l'histoire de notre pays, parce que tout pouvoir appartient au peuple. Merci Joël Moussouba, Shadrach Katamea. Pensez-vous que vous allez gagner? Oui, nous allons gagner. Et moi d'ailleurs, comme mot de la fin, je pense qu'on doit réfléchir, n'est-ce pas, avec la population congolaise, parce qu'on nous dit aujourd'hui qu'on doit changer la Constitution. Pourquoi? Parce qu'elle doit faire face aux réalités que nous vivons aujourd'hui. Et parce que cette Constitution doit être changée, parce qu'elle bloquerait, n'est-ce pas, les initiatives du gouvernement ou du régime en place afin d'initier des actions pour le développement de notre pays. Mais lorsque vous posez la question à un membre de l'Union sacrée, ou en particulier de l'UDPS, quel est le bilan du chef de l'État depuis son accession, n'est-ce pas, à la magistrature suprême, il vous dira que le bilan est positif. Mais comment on peut avoir un bilan positif alors que on charge la Constitution de pouvoir bloquer des actions d'initiative pour le développement de notre pays? C'est là que se trouve la contradiction de nos amis en face. Moi, je pense que la population congolaise doit maintenant s'élever afin, n'est-ce pas, de barrer la route à cette forfaiture que le gouvernement veut laisser passer. Voilà. Merci. Nous terminons avec vous, M. Tengou. La question que je vous ai réservée, c'est celle, est-ce que vous croyez encore en la jeunesse congolaise? Ah oui, mais on croit fortement en les capacités de la jeunesse congolaise. On a des jeunes qui sont ambitieux, qui sont responsables, et qui prennent conscience des enjeux, et qui doivent prendre leur place dans la société. Il n'y a pas de raison, il faut qu'ils retrouvent leur plein potentiel dans cette société qui est la nôtre. Et la plupart des jeunes que je rencontre, ils sont prêts à agir pour le bien de ce pays, et c'est une très bonne chose. Juste pour terminer... Mais pourquoi, avant de terminer, avant de conclure, avant votre conclusion, mais pourquoi vous faites aussi partie de ces personnes qui ont fait quand même la politique? Pourquoi les vieux, aujourd'hui, ne veulent pas laisser la jeunesse? Et pourtant,
Ce sont ces vieux professeurs d'université, pour la plupart, qui donnent des cours à ces jeunes Katamia. Non, en fait, il y a quelque chose contre lequel je m'insurge aussi. En même temps que j'ai beaucoup de foi dans cette jeunesse et que j'encourage qu'elle prenne sa place dans la société, je ne crois pas non plus qu'il y a une génération de gens qu'il faut effacer de la scène politique ou bien de l'action. Hein. Je ne suis pas contre les âgés ou les vieux. Parce qu'il faut aussi se rendre compte que la jeunesse en soi n'est pas un programme politique. Hein. C'est le contenu de ce qu'on propose pour la société qui doit être plus intéressant. On a vu des gens jeunes arriver au pouvoir avec les syndromes des personnes totalement âgées, dépassées qui réfléchissent avec des critères qui ne sont pas de leur génération. Oui. Il y en a beaucoup, je ne vais pas citer les noms, on en a vu sur la ville, on en a vu dans le pays. Donc être jeune ne suffit pas. Ne suffit pas vraiment pour changer les choses, il faut aussi du contenu. Mais et rapidement, il faut aussi reconnaître que notre pays, le Congo ici, en réalité, il n'a été dirigé que par des jeunes. Hein, parce que le président Kasavubu, le président Mobutu Lumumba, le président Joseph Kabila, Moïse Katumbi, quand il est devenu gouverneur du Katanga, Jacques Kiabula, Martin Kazembe, je peux en citer toute une litanie. Tout ça sont des gens qui ont accédé au pouvoir alors qu'ils étaient relativement jeunes, moins de 40 ans pour certains. Et donc cette histoire de dire que non, c'est la vieille génération, ce sont les vieux qui ont... Il faut seulement équilibrer ces choses-là. Votre conclusion? Ma conclusion maintenant, parce que les manifestations telles que celles qu'on a vues hier vont se poursuivre jusqu'à la tenue du référendum. Et si les tenants du changement de la Constitution tiennent à aller jusqu'au bout de leur logique, à organiser un référendum, il y aura débat pour ou contre. Il y aura des mobilisations pour ou contre. Il y aura des manifestations pour ou contre. Ce qu'il faut, il faut que la police soit préparée à encadrer de manière professionnelle toutes ces manifestations qu'on va avoir pendant 2 ans, 3 ans. On va les avoir de façon continue toutes les 2 semaines. La police n'appartient à aucun camp politique. Que lorsque ceux qui sont pour le changement vont manifester, qu'ils soient encadrés professionnellement. Lorsque ceux qui sont contre ces changements veulent manifester, qu'ils soient encadrés et protégés normalement. Ça fait partie du job de la police. Il faut que la police se prépare en conséquence. On n'en est pas aux premières manifestations dans ce pays. Il y en a toujours eu des manifestations. Il va y en avoir d'autres. Et la police doit inscrire ça dans son programme de formation et de préparation. Le gouvernement doit donner à la police les moyens pour qu'elle assure le travail qu'il faut. Et moi, je vais conclure en disant que le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Cet élément que nous avons pris de TV5 Monde, ce n'est pas un hasard. C'est une façon de montrer à la face de la République démocratique du Congo ce que les autres pensent de nous. Et je dis que la force doit rester une exception, mais pas la règle. C'est par ces mots que va se clôturer cette émission de InfoScanner. Merci, M. Raphaël Tengou. Merci, Shaban Kassoumia. Merci à vous, Joël Moussouba. Merci. Surtout, grand merci à vous, fidèles auditeurs et téléspectateurs de Nyota, de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Ça sera avec ce même plaisir, mais avec un autre sujet d'actualité et sûrement d'autres invités. Au revoir. Merci. Nyota, 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 nyota. Mon étoile c'est Nyota. Chapakazi.